Bonjour à toutes et à tous. Donc après cette présentation du salarié, on va dire côté réglementaire, on a choisi sur cette première table ronde de voir un petit peu la transposition dans l'entreprise, comment ça peut s'opérer, quelles sont les conditions, quels sont les prérequis, on va dire, et les points de vigilance à aborder. Pour lancer un petit peu cette notion des missions, parce que ce sera quand même assez centré sur les missions, je vous propose dans un premier temps de faire intervenir donc l'entreprise AAD, Aide et Assistance à Domicile de Besançon, donc représentée ici par Monsieur Bozzoli, donc en tant que dirigeant, et Madame Delito en tant que salariée désignée compétente de l'entreprise. Donc l'objectif étant de vous présenter un petit peu les prérequis et les difficultés rencontrées dans l'entreprise. Donc, Monsieur Bozzoli, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez très rapidement nous présenter un petit peu votre entreprise ? Merci bien, bonjour. Donc AAD, Aide et Assistance à Domicile. On existe depuis 2005. On intervient à domicile pour de l'aide à la personne, donc aide au lever, coucher, accompagnement à domicile pour des personnes en perte d'autonomie. Actuellement, il y a 3 centres, un à Besançon, un à Vesoul et un à Dole. Et il y a environ 80 salariés qui interviennent quotidiennement dans des rythmes 7 jours sur 7, toute l'année, 24 heures sur 24 selon les besoins. Donc voilà pour situer un petit peu l'entreprise. Comme toute activité, on est confronté aussi à des difficultés. C'est un travail avec des rythmes différents. Il y a des personnes à lever, à coucher, donc c'est des contraintes pour les salariés. Et on est confronté à cette question, comment faire pour que le travail se passe bien dans les meilleures conditions, avec des difficultés physiques, des difficultés d'organisation, de planning, etc. Et donc, par rapport donc, à cette nomination donc, de Madame Delito, ou de désignation plus exactement, si on reprend le code du travail, de Madame Delito en tant que salariée désignée compétente, est-ce que vous aviez un objectif particulier qui vous a incité à justement aller dans le sens du respect de la loi, bien évidemment, mais aussi de cette désignation sur le terrain? Alors l'idée, c'était effectivement, il y a une obligation. Donc comment faire pour que ça devienne une idée positive? Donc en désignant Aurore, l'idée était d'avoir une personne avec des compétences qui connaissent cette activité, qui soit aussi entre guillemets proche de moi, pour avoir une réactivité, pour être à l'écoute des salariés qui sont répartis sur un territoire, sur 3 départements, et qui puissent comprendre, être assez autonomes, réactives et prendre des initiatives. Donc c'était ce cahier des charges que je m'étais un peu fixé. Donc on en a parlé avec Aurore pour expliquer un peu le cahier des charges par rapport bien sûr à une obligation légale, mais aussi comment savoir l'optimiser. Je voudrais aussi remercier ASC25 parce qu'on était aussi dans des démarches de travail sur l'ergonomie, sur les difficultés qui sont liées à notre activité. Et c'est aussi à travers ces contacts avec, j'allais dire la médecine du travail anciennement, ASC25, où on a pu aussi prolonger un peu ce cahier des charges et cette idée de mise en place du salarié entre guillemets compétent. Et lorsque vous avez fait donc votre choix, ou plus exactement, qu'est-ce qui vous a guidé dans votre choix? Quelles compétences vous recherchiez dans le salarié ou la salariée que vous alliez désigner? Aurore avait déjà son parcours professionnel, diplômé, donc dans, on va dire, l'aide à la personne, donc il y avait déjà cette connaissance dans l'organisation. J'avais aussi une recherche d'une personne réactive, dynamique, qui puisse
analyser, synthétiser, et, proposer, faire une intégration avec des équipes aussi, avoir un peu de diplomatie parce qu'il faut savoir jouer un rôle de médiateur par moment, donc comprendre, analyser par rapport aux différents partenaires. Donc c'était un petit peu le choix s'est porté assez rapidement sur Aurore. Voilà. Et donc une fois votre choix effectué, comment vous y êtes pris pour présenter à l'ensemble des autres salariés, donc Aurore Delito en l'occurrence, donc cette désignation et puis c'est un petit peu ses missions. Donc on est passé par la phase du comité de hygiène et sécurité conditions de travail, bien sûr. Ensuite, comme on n'a pas la possibilité de contacter tous les salariés qui sont répartis sur 3 départements, il y a un courrier qui a été fait à l'ensemble des salariés pour expliquer la démarche, présenter Aurore. Et puis on s'est aperçu que c'était pas forcément pertinent, et du coup on est parti sur des rencontres dans chaque site. Donc Aurore a organisé des réunions avec les salariés pour expliquer son rôle, son temps disponible, enfin à tout moment, sa disponibilité. Et puis de là a été organisé quelques réunions de travail plus techniques sur des problèmes qui sont remontés assez rapidement. Donc on a eu tout de suite un intérêt. C'est sûr que la difficulté reste toujours sur l'éclatement des salariés qui sont sur différents départements, donc on peut perdre le lien. Donc on a toujours ce souci, nous, de rappeler régulièrement la présence et l'existence du salarié, entre guillemets, compétent. Oui, enfin, en complément, on est vraiment sur une phase très importante de communication en interne. Je crois que ce sera revu et réexpliqué plusieurs fois après, mais c'est vraiment quelque chose à retenir. Et par rapport donc à cette désignation, quelle mission vous avez souhaité octroyer à Madame Delito? Donc c'est d'être à l'écoute des situations, des gens, être médiateur, en faire une analyse, une synthèse, et puis une force de proposition, d'action, en lien avec les partenaires, donc délégués du personnel, comité d'hygiène et sécurité, bien sûr, avec moi aussi pour voir un petit peu une problématique et des solutions. Donc voilà un petit peu de manière, bien sûr, très générale, hein, les missions et puis les besoins, les attentes aussi. Et bon, j'irai à peu près après 1 an, à peu de choses près après cette désignation. Quel bilan vous pouvez en tirer à ce jour? Honnêtement, à mon niveau, c'est très positif, compte tenu de la difficulté que nous avons, nous, dans l'organisation, en étant éclatés sur 3 départements, en intervenant à domicile, le fait d'avoir un lien un petit peu extérieur à moi, avoir un autre regard, pouvoir être très disponible pour répondre à des sollicitations. Moi, j'y vois que des avantages. On est dans une prévention aussi. Sitôt qu'il y a une absence, qu'elle soit liée à une maladie ou à un accident de travail, c'est très compliqué dans les plannings. Auprès des bénéficiaires à domicile, il faut faire des modifications. Donc, si on peut anticiper, si on peut être un peu plus à l'écoute, peut-être qu'on peut résoudre une partie de nos difficultés et fluidifier l'organisation pour l'ensemble de notre activité. Merci. Madame Delito, donc, en tant que maintenant personne désignée compétente, pardon, je vais y arriver. Est-ce que vous aviez des bases en prévention, je dirais une connaissance de la prévention avant d'être désigné par Monsieur Bozzoli en tant que ce poste? Alors, au départ, j'avais pas du tout de base en prévention, mais j'ai pu en acquérir à travers les situations de terrain que j'ai rencontrées, et notamment avec le travail qui a été réalisé en collaboration avec l'AST 25. Et puis, il est également prévu que je suive une formation sur l'année 2016. Alors nous, le premier frein qu'on a rencontré, ça a été la communication, enfin la méconnaissance de mes nouvelles missions par les salariés, malgré au départ une note de service explicative sur ces missions-là, et voilà. Et on a du coup décidé de faire un aspect plutôt direct avec les salariés. Donc je les ai rencontrés sur les différentes réunions d'équipe sur les 3 sites d'AAD, donc Dole, Vesoul et Besançon, où j'ai pu me présenter directement et puis présenter mes missions, et ce qui a permis aussi déjà de mettre en avant des premières problématiques. Et bon, comme ça a été précisé tout à l'heure, du côté réglementaire, donc l'acteur, le salarié compétent, vient
complément des membres du CHSCT, des DP éventuellement. Donc vous êtes une entreprise avec CHSCT. Est-ce que vous pouvez expliquer très rapidement les rapports que vous avez avec les membres du CHSCT sur le positionnement de chacun ? Alors, par rapport au CSCT, je participe à toutes les réunions qui ont lieu avec eux, ce qui permet déjà de me rendre compte de la difficulté du terrain et des problématiques qu'ils peuvent aussi rencontrer par leur biais. Et puis, je peux aussi, donc, du coup, leur informer des actions que je peux mener au cours de l'année. Et ça permet également d'avoir différents points de vue pendant ces réunions. Je vous ai mis une liste alors, qui n'est ni exhaustive ni à appliquer dans sa totalité. Le point important, je dirais, quelle que soit la démarche que vous allez mettre en œuvre, c'est qu'elle soit adaptée, on va dire, à la taille de votre entreprise, à votre organisation. Et puis, on en revient encore une fois, ça a été évoqué aussi à plusieurs reprises, il ne faut surtout pas se priver, encore une fois, quand l'organisation le permet, de aussi considérer que ce salarié désigné compétent est l'interlocuteur interne et externe des problématiques de prévention. Interne, comme on vient de l'expliquer, avec l'ensemble des salariés, qui peut faire un relais un petit peu comme le fait, a mis en œuvre l'organisation de l'entreprise AAD, c'est-à-dire que c'est un relais terrain et on remonte les informations aux dirigeants pour décider d'action ou de modification, mais ça peut être aussi un relais important avec les partenaires extérieurs, alors que sont les services de santé au travail, la CARSAT, pourquoi pas. Voilà, donc on complète un petit peu l'offre de discussion possible entre les différents interlocuteurs. Mais encore une fois, je crois que ce qui est vraiment important, c'est de prendre un moment de réflexion en se disant, voilà, quelles sont mes capacités en interne, mon organisation, qu'est-ce qu'elle me permet de mettre en œuvre, et puis de faire un choix. Vaut mieux pas faire une liste, encore une fois, à l'après-vert, et puis à la fin qu'on puisse rien réaliser. Ce serait la pire des choses. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit bilan sous forme d'un schéma qu'on a réalisé pour faire voilà, un petit peu le bilan, je viens de le dire, de ce qui doit être réalisé dans le choix de ce salarié. Le point la partie qui est visible actuellement, ça doit rester de façon privilégiée l'axe à respecter. C'est-à-dire que le dirigeant désigne un salarié de son entreprise. Éventuellement, c'est marqué en dessous, un salarié en temps partagé, éventuellement, c'est des cas que l'on peut rencontrer, mais ça reste un impératif, ça a été évoqué tout à l'heure par Madame Delito, la connaissance de l'entreprise est quelque chose de, j'allais dire, primordial pour pouvoir vraiment prétendre aller assez loin en prévention. C'est quelque chose d'hyper important. Si impossible, encore une fois, puisque la réglementation le permet, donc on ne va pas aller en deçà de la réglementation, bien au contraire. Si impossible, on peut faire appel à ce qu'on appelle un IPRP, donc un intervenant en prévention des risques professionnels, alors que l'on a nommé, entre guillemets, généraliste. Généraliste, pourquoi ? C'est-à-dire qu'on doit faire appel à quelqu'un qui a des compétences un petit peu dans tous les domaines. Madame Delito le précisait donc chez AAD, mais ce sera le cas pour tous les salariés compétents. Il n'y a pas qu'un sujet à aborder. C'est la prévention, c'est au sens très large. Donc il ne faut pas faire appel à un spécialiste dans un seul domaine. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de généraliste. Et puis IPRP, c'est précisé également. IPRP, donc, qui est enregistré auprès de la directe. Donc l'enregistrement auprès de la directe, si je peux retrouver la diapo, s'il vous plaît, merci. L'enregistrement auprès de la directe, il a pour objectif de vous garantir d'avoir affaire à une personne, encore une fois, on va dire compétente, entre guillemets, c'est-à-dire dont le cursus professionnel, dont les compétences ont été validées auprès de la directe sous forme de dossier. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la reconnaissance des IPRP, donc après, s'il y a d'autres questions, on les reprendra. Et puis, donc, encore une fois, sous forme de dossier, et on est sur des personnes dont, on va dire, l'enregistrement, ou entre guillemets, l'habilitation, est renouvelé tous les 5 ans. C'est-à-dire que voilà, il y a une reconnaissance, c'est pas n'importe qui peut être IPRP. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si on fait appel, c'est pas n'importe qui, en tout cas à l'extérieur. Et puis, donc, si on en revient sur ce schéma-là, quoi qu'il en soit,
que ce soit par rapport à un salarié désigné en interne dans l'entreprise, que ce soit sur la version, on fait appel à un IPRP généraliste. Donc je redis, quoi qu'il en soit, si besoin, on peut faire appel à des spécialistes. Alors là, on va être plutôt sur des champs réduits, je ne sais pas, ça peut être sur des problématiques de bruit, de tout ce qu'on veut, manutention manuelle, des problématiques de formation. Là, on va choisir des IPRP spécialistes, mais qui viennent en soutien. Ce ne sont pas eux qui sont reconnus comme salariés compétents, ce sont vraiment eux qui viennent en soutien. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Didier Thomas, je représente ici à la fois FACT et l'ARACT Bourgogne, qui sont deux structures qui font partie du réseau ANACT-ARACT, donc du réseau qui peut appuyer les entreprises dans la prévention des risques professionnels, notamment les TMS et les RPS. Voilà. La désignation du salarié compétent peut constituer l'opportunité effectivement de construire ou de renforcer la construction d'une démarche de prévention un peu aboutie et efficiente. Voilà. Alors pour effectivement renforcer ces moyens, c'est-à-dire ou dans les entreprises de 50, ou construire quelque chose dans les entreprises de moins de 50, ou renforcer ce qui est déjà construit, il est nécessaire d'avoir un peu de méthode dans la désignation. Alors c'est le petit schéma qui vous était présenté tout de suite. Il y a quelques précautions à prendre. La première, c'est de faire le point sur les démarches bien évidemment existantes. Comme je vous l'indiquais, il ne s'agit pas de doublonner, mais de venir mettre en plus des moyens au bon endroit. C'est identifier l'objet de travail. Il est vrai que on a vu tout à l'heure, avec le témoignage de l'entreprise qui est passé là, qu'effectivement il y avait besoin de connaissances des situations de travail, de ce que sont les exigences du travail et ses contraintes, des compromis qui sont faits. Donc quelqu'un qui connaît bien le travail. Alors il faut des connaissances. Il faut aussi identifier s'il y a besoin de compétences ou de connaissances, notamment en matière de conduite de démarche, d'animation de groupe, d'enquêtes, petites enquêtes, pour effectivement rendre un aspect dynamique à la démarche de prévention des règles. Donc identifier des objets de travail. Préciser le profil attendu, c'est-à-dire au regard effectivement des objets sur lesquels on veut travailler, quelles compétences, et évidemment quels moyens donner à ce salarié désigné pour mener à bien sa mission. Et puis ensuite rechercher un profil, alors si possible, on vous l'a dit, dans l'entreprise. Il vaut toujours mieux quelqu'un de l'entreprise que quelqu'un qui vient dans l'entreprise, parce qu'il la connaît, il est dedans. Bien évidemment. Et puis, dernière étape, c'est discuter, identifier les aménagements à mettre en place. C'est-à-dire que, voilà, pour qu'il existe vraiment, pour qu'il soit effectivement efficace, au-delà des moyens, il faut lui faire une place dans l'entreprise, une place parmi les acteurs existants, encore une fois, qui sont bien sûr les acteurs de la prévention, mais aussi la hiérarchie, mais aussi les gens qui travaillent en production. Tout ça doit être bien évidemment pensé, articulé pour éviter des déboires.